Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Juillard, je suis professeur agrégé de philosophie, colleur en classe préparatoire et je prépare une thèse à la Sorbonne sur la notion de violence légitime en démocratie. Alors il est toujours important de savoir d'où viennent les termes, de quelle langue ils viennent, quelle est l'histoire de leur acception et de leur évolution. Cependant, je conseillerais, quand on est dans une approche philosophique, d'avoir une analyse conceptuelle qui ne se limite pas à l'étymologie. Par exemple, le mot violence a aujourd'hui des significations qui sont assez éloignées de son origine ou de son usage médiéval ou latin. Donc il faut toujours veiller, une fois qu'on a exposé les éléments sur l'étymologie, à bien se demander si cette étymologie est suffisante pour bien penser ce dont on parle ou s'il faut la compléter par une analyse plus précise et qui tienne compte bien sûr des évolutions du terme dans son usage et dans sa définition actuelle. Ce qui est essentiel dans le travail en philosophie, c'est de commencer par distinguer les concepts. Le problème quand on traite la notion de violence, c'est qu'on est très vite confronté à une confusion et au fait que ce terme peut être utilisé pour désigner des choses extrêmement différentes. À cet égard, le philosophe Michael Fossel a parlé d'une extension du domaine de la violence, en faisant allusion au titre du roman de Michel Houellebecq « Extension du domaine de la lutte ». Et par cette expression, il voulait dire que nous avons tendance aujourd'hui à qualifier de violence des choses qui auparavant ne l'étaient pas, et que la sensibilité à la violence a tellement augmenté qu'il semble que ce terme soit devenu le seul que nous ayons en tête pour désigner des actes que nous jugeons indésirables ou mauvais. Pour bien entrer dans la réflexion sur le sujet de la violence, il est donc important de commencer par distinguer la violence de trois termes qui sont proches mais qui sont distincts. La première distinction à faire est entre la violence et la contrainte. Il faut partir de l'idée que toute contrainte n'est pas nécessairement une violence. On peut définir la contrainte comme ce qui fait obstacle à la volonté d'un individu. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, il est normal et même sain que les enfants aient des obstacles et des contraintes pour qu'ils puissent se développer et comprendre les règles de la vie sociale. Dans le domaine esthétique, Baudelaire jugeait par exemple que la contrainte peut être féconde. Et la contrainte n'est bien sûr pas ici une violence, c'est le fait par exemple d'écrire sous la forme du sonnet. Une expression populaire peut justement mener à la confusion, c'est celle de se faire violence. Quand on parle de se faire violence, il n'est pas question de se mutiler ou de se détruire, il est question justement de se donner un peu d'entrain pour sortir du marasme, et donc d'établir une contrainte qui soit féconde pour une vie plus dynamique. Cette notion de contrainte, elle est aussi à la base de tout ordre social. On peut dire, comme le faisait Raymond Aron, que tout ordre social implique un niveau minimal de coercition. Mais cette contrainte collective, favorable à la vie commune, n'est pas nécessairement une violence. L'autre terme qu'il est important de distinguer du terme de violence, c'est le terme de conflit. Là aussi, le conflit a rapport à la question de la volonté, et le conflit désigne plutôt l'opposition des volontés. Ça peut être au niveau de groupe ou au niveau des individus. Le conflit n'est pas nécessairement violent. On peut penser au conflit d'idées, au conflit de valeurs. Plusieurs philosophes politiques, Machiavel ou Montesquieu, ont montré que pour qu'une cité soit dynamique et que la liberté soit défendue, il est important qu'il existe des conflits, que les conflits puissent prendre la forme d'affrontements verbaux. En revanche, la limite à ne pas franchir est précisément le basculement dans la violence qui, au lieu de procurer une forme de dynamique et de progrès social et collectif, aura plutôt tendance à désagréger et à détruire la vie commune. La philosophe Chantal Mouffe a repris cette question du conflit en politique en distinguant l'antagonisme et l'agonisme, à partir du terme grec « combat ». Pour elle, il est normal et sain qu'en démocratie, nous ayons des adversaires, des gens avec qui nous sommes dans un combat politique. En revanche, la limite, là aussi, pour elle, est de ne pas tomber dans la désignation d'ennemis qu'il faudrait alors abattre par la violence. En se référant à l'étymologie, on constatera que le terme de force est souvent utilisé pour définir la violence. La violence serait une force dégradée ou extrême qui aurait pour effet de détruire l'individu. On retrouve la notion de force liée à la violence dans la question de la violence de l'État. On parlera en réalité de force publique. C'est l'expression force publique qui figure par exemple à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais cette force publique désigne en réalité la violence qui peut être exercée par la police. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant de faire pour bien comprendre la différence entre les deux termes, c'est d'observer les domaines dans lesquels les termes sont utilisés. Par exemple, le concept de force est fondamental dans les sciences de la nature. Les physiciens étudient les forces fondamentales de l'univers, comme la gravitation.
En revanche, dans les sciences sociales et dans la philosophie, on verra que le terme de force n'est pas suffisamment précis pour désigner certains actes. Certes, la philosophe Simone Weil, à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V, qui est la femme politique, a, elle, consacré un texte important à l'Iliade, qu'elle a appelé le poème de la force. Et pour Simone Weil, la force, qui peut aussi se retrouver dans la vie sociale, consiste ou a pour effet de réduire l'individu à une chose. Mais ce faisant, elle manque un aspect plus précis de la question de la violence que Freud a identifié dans une controverse avec Einstein, ou un échange épistolaire avec Einstein, qui s'intitule « Pourquoi la guerre ?» Précisément, Einstein, lui, s'interrogeait sur le rapport entre le droit et la force. Dans la réponse qu'il lui a faite, Freud, lui, considère qu'il est préférable de parler du terme de violence, qui désigne plus précisément les rapports de destruction qui peuvent exister au sein des communautés humaines, alors que le terme de force, là aussi, serait un peu trop large pour désigner ce dont il est question. Alors il est intéressant d'aller chercher dans différentes disciplines la manière dont la violence est définie et présentée. Par exemple, dans le Code pénal, l'article qui caractérise le viol évoque 4 moyens qui vont permettre de définir et de démontrer qu'il y a eu un viol. Et là, on constate que dans ces 4 moyens, il y a la menace, la surprise, la violence et la contrainte. Et là, on voit que les juristes ont besoin de produire une distinction entre violence, qui est vraiment l'acte de dégradation, de destruction directe, et contrainte, qui peut, encore une fois, comme on l'a dit, qui consiste à faire obstacle à la volonté. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des actes qui relèvent à la fois de la contrainte et de la violence, ou une contrainte qui précède une violence. Je recommande, quand on traite un exemple, quand on invoque une référence, de bien penser, lorsqu'on mobilise des exemples sur la violence, à la question de savoir qui sont ces auteurs, de quelle forme de violence on parle. Il faudra être assez précis, parce qu'il s'agit d'une violence symbolique au sens de Bourdieu, d'une violence physique, d'une violence morale, d'une violence sur les animaux par exemple, et de s'interroger également sur le contexte, et enfin sur la nature des victimes de la violence dont on parle, où là aussi il y aura des différences importantes à préciser. Le défaut serait de mêler justement des formes extrêmement diverses sans jamais préciser de quel type de violence on parle, de quel contexte et de quel type d'auteur de violence on discute. Il faut veiller bien sûr à garder une forme de nuance et à ne pas tomber surtout dans des thèses caricaturales, soit en étant excessivement pessimiste et en disant que le monde n'est que de la violence et qu'il n'y a rien d'autre que la violence dans le monde, ce qui serait excessif. Et de l'autre côté, ils ne font pas non plus se payer de mots en disant que demain nous mettrons fin à la violence ou qu'il suffirait d'eux, le Yaka Faucon, pour mettre fin à la violence en négligeant la complexité des situations de violence. Quels que soient les sujets considérés, on verra toujours, non pas qu'il n'y a pas de vérité au bout du compte, mais qu'il y a tout de même des paramètres nombreux à prendre en compte afin d'avoir une thèse solide et robuste sur le type de violence qu'on analyse. La règle fondamentale lorsqu'on passe un concours, c'est la liberté de l'esprit. Mais cette liberté de l'esprit, ce n'est pas la licence, on ne fait pas ce qu'on veut. Elle suppose qu'on s'attache toujours à argumenter avec des références, une réflexion précise et des exemples, bien évidemment. La copie sur un tel sujet, surtout si le sujet par exemple porte sur la violence politique, ne doit surtout pas être transformée en tribune, en pamphlet ou en brûlot contre un système ou au contraire contre d'autres formes de réalité. Et ça, c'est le principal écueil sur un tel sujet sur lequel on peut avoir des convictions personnelles bien ancrées, c'est d'arriver à distinguer ce qui va relever de convictions qui ne sont peut-être pas au fond bien argumentées et ce qui va relever au contraire d'une réflexion qui s'inscrit dans le cadre d'un exercice particulier, qui n'est pas toute la vie, qui est simplement celui d'une dissertation de culture générale. Alors, on apprend souvent en cours, et cela reste vrai, qu'il faut éviter de voir les sujets à travers le prisme unique et premier de l'actualité. Toutefois, sur un sujet comme la violence, on ne peut pas ne passer à côté du fait que depuis plusieurs années, il semble qu'on assiste à une forme de retour de la violence politique, avec des moments de contestation importants, comme les Gilets jaunes, qui ont déjà fait l'objet de nombreuses études sociologiques ou même philosophiques. Et à ce moment-là, il va falloir trouver un équilibre entre les références classiques, dans des contextes culturels et historiques très différents de ce que nous connaissons, et la manière dont les événements que nous vivons
peut-être résonne avec notre histoire, si on pense par exemple à la tradition révolutionnaire en France, et aussi ce qui paraît au contraire absolument neuf et inédit dans les formes de violence auxquelles nous assistons aujourd'hui, avec par exemple d'autres objets comme la question de la lutte écologique et des moyens d'action pour faire avancer la cause climatique. Sur la question de la violence dans sa dimension sociale, politique et policière, je recommanderais 3 films. Un classique qui est La haine de Mathieu Kassovitz, qui date de 1995, film qui a été réalisé après un fait de bavure policière, et plus récemment le film Les Misérables, qui lui aussi s'intéresse à la manière dont les policiers interviennent en banlieue et déclenchent parfois des cycles de violence. Mais le film montre aussi une nuance dans la manière dont les policiers conduisent finalement ces opérations. Il y a un autre film aussi intéressant là-dessus, qui est Bac Nord, qui lui s'inspire aussi d'une affaire réelle, qui donne plutôt à voir le côté de la police et la confrontation avec une criminalité parfois extrêmement forte, avec le contexte marseillais. Je recommanderais aussi un film qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a posé la question de savoir si une œuvre pouvait inciter à la violence, qui est le Joker de Todd Phillips. Todd Phillips, c'est intéressant parce que c'est un cinéaste qui est plutôt connu pour des comédies, et qui souhaitait faire un film un peu plus grave sur un personnage extrêmement connu, qui est un peu une figure du mal et d'une forme de violence gratuite. Mais dans le film de Todd Phillips, à l'inverse de la manière dont Christopher Nolan l'avait représenté dans Dark Knight, le Joker n'est pas une espèce de théoricien fou furieux du chaos, c'est quelqu'un qui souffre d'une forme de pathologie mentale, qui évolue ensuite progressivement à la faveur de différentes formes d'humiliation et de l'aggravation de son problème, vers une violence insurrectionnelle débridée, et il devient ensuite une espèce de figure de proue de la Révolution. Cela étant, Todd Phillips, lui, a totalement récusé, bien sûr, l'idée que le film puisse inciter à la violence, et surtout, on voit bien qu'il ne s'agit pas vraiment d'un film politique, d'une approche esthétique, morale et psychologique de la manière dont un individu, au départ, peut finir par se transformer en un être plus problématique.